Le Parlement irakien demande l'expulsion des troupes de la coalition internationale. Décision forte en réponse à la frappe américaine sur son sol qui a tué le général Soleimani. Réunis en session extraordinaire ce dimanche, les députés irakiens dénoncent une grave violation de la souveraineté nationale et demandent par conséquent au gouvernement de mettre fin à la présence des troupes étrangères. Pour commencer, ils ne souhaitent plus l'aide de la coalition pour combattre le groupe État islamique. Un peu plus tôt dans les rues de Bagdad, plusieurs centaines de personnes avaient défilé pour réclamer le départ des quelques 5000 soldats américains stationnés en Irak. Ces manifestants, essentiellement des étudiants, refusent que leur pays serve de champ de bataille à un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Autre déclaration très remarquée ce dimanche, celle du leader du Hezbollah, le mouvement chiite libanais pro-iranien. C'est l'armée américaine qui a tué Qassem Soleimani. C'est elle qui va en payer le prix, a déclaré Hassan Nasrallah, qui estime que cet assassinat marque un tournant dans la région. Depuis la mort du général iranien vendredi, les condamnations se multiplient au Moyen-Orient. Ce dimanche à Istanbul, en Turquie, une manifestation a eu lieu devant le consulat américain. Parmi les slogans, « Abat l'Amérique ». Les États-Unis sont convaincus que leur assassinat de Qassem Soleimani et leur refus de quitter l'Irak visent à protéger les Américains. Mais une session parlementaire irakienne peu connue révèle comment les liens de plus en plus étroits de la Chine avec Bagdad peuvent façonner la nouvelle stratégie américaine au Moyen-Orient. Depuis que les États-Unis ont tué le général iranien Qassem Soleimani et le chef de la milice irakienne Abu Mahdi al-Muhandis, plus tôt ce mois-ci, le récit officiel a jugé que leur mort était nécessaire pour empêcher une vague prétendument imminente de violence contre les Américains, bien que le président Trump a depuis lors affirmé que Soleimani ou ses alliés irakiens représentaient pas vraiment une menace imminente, sans vraiment d'importance. Alors que la situation entre l'Iran, l'Irak et les États-Unis semble être considérablement dégradée, du moins pour l'instant, il vaut la peine de revenir sur les préparatifs des récentes tensions américano-irakiennes-iraniennes jusqu'au meurtre de Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis afin de comprendre l'un des moteurs les plus négligés mais les plus pertinents de la politique actuelle de Trump à l'égard de l'Irak. Empêcher la Chine d'étendre sa présence au Moyen-Orient. En effet, il a été allégué que même le moment de l'assassinat de Soleimani était directement lié à son rôle diplomatique en Irak et à ses efforts pour aider l'Irak à garantir son indépendance pétrolière, à commencer par la mise en œuvre d'un nouvel accord pétrolier massif avec la Chine. Alors que la rhétorique récente dans les médias a insisté sur l'étendue de l'influence de l'Iran en Irak, les récents échanges de la Chine avec l'Irak, en particulier dans son secteur pétrolier, sont à blâmer pour une grande partie de ce qui s'est passé en Irak ces derniers mois. Du moins, selon le Premier ministre irakien, le ministre Abdel Abdul Mahdi, qui occupe actuellement un poste de gardien. Une grande partie de la pression exercée par les États-Unis sur le gouvernement irakien à l'égard de la Chine aurait eu lieu secrètement et à huis clos, gardant les préoccupations de l'administration Trump sur les liens croissants de la Chine avec l'Irak largement hors de la vue du public, peut-être par crainte d'une bagarre publique puisse exacerber la guerre commerciale américano-chinoise et mettre en danger les efforts pour la résoudre. Pourtant, quelles qu'en soient les raisons, les preuves suggèrent fortement que les États-Unis sont tout aussi préoccupés par la présence de la Chine en Irak que par celle de l'Iran. En effet, la Chine a les moyens et la capacité de saper considérablement non seulement le contrôle des États-Unis sur le secteur pétrolier irakien, mais tout le système de pétrodollars dont dépend directement le statut des États-Unis en tant que superpuissance financière et militaire. Derrière le rideau, un récit différent pour les tensions irako-américaines. Le Premier ministre intérimaire irakien, Abdel Abdul Mahdi, a prononcé une série de remarques le 5 janvier lors d'une session parlementaire qui a reçu étonnamment peu d'attention des médias. Au cours de la session, qui a également vu le Parlement irakien approuver le retrait de toutes les troupes étrangères, y compris américaines, du pays,
Abdul Mahdi a formulé une série de déclarations sur la préparation de la récente situation qui a placé l'Irak au cœur de la montée en flèche des États-Unis et des tensions avec l'Iran. Au cours de cette session, seule une partie des déclarations d'Abdul Mahdi a été diffusée à la télévision après que le président irakien de la Chambre, Mohamed Al-Boussi, qui a une relation étroite avec Washington, a demandé la coupure de flux vidéo. Al-Boussi a étrangement assisté à la session parlementaire, même si elle a été boycottée par ses alliés sunnites et kurdes. Après la coupure du flux, les députés présents ont noté les propos d'Abdul Mahdi qui ont ensuite été transmis aux médias arabes Hedhanat. Selon cette description, Abdul Mahdi a déclaré que les Américains sont ceux qui ont détruit le pays et y ont fait les ravages. Ils ont refusé de terminer la construction du système électrique et des projets d'infrastructure. Ils ont négocié la reconstruction de l'Irak en échange de la renonciation de l'Irak à 50% des importations de pétrole. J'ai donc refusé et j'ai décidé d'aller en Chine et j'ai conclu un accord important et stratégique avec elle. Aujourd'hui, Trump essaie d'annuler cet important accord. Abdul Mahdi a poursuivi ses remarques, notant que la pression de l'administration Trump sur ses négociations et ses relations ultérieures avec la Chine a considérablement augmenté au fil du temps, entraînant même des menaces de mort pour lui-même et son ministre de la Défense. Après mon retour de Chine, Trump m'a appelé et m'a demandé d'annuler l'accord. J'ai donc également refusé. Et il a menacé qu'il y aurait des manifestations massives pour me renverser. En effet, les manifestations ont commencé, puis Trump a appelé, menaçant de s'intensifier en cas de non-coopération et répondant à ses souhaits, par lequel un tiers, présumé être des mercenaires ou des soldats américains, viserait à la fois les manifestants et les forces de sécurité et les tuerait du sommet des bâtiments les plus hauts de l'ambassade des États-Unis pour tenter de me faire pression et me soumettre à ses souhaits et annuler l'accord avec la Chine. Je n'ai pas répondu et soumis ma démission, et les Américains persistent à ce jour à annuler l'accord avec la Chine. Lorsque le ministre de la Défense a déclaré que ceux qui tuaient les manifestants étaient un tiers, Trump m'a appelé immédiatement et m'a menacé physiquement et le ministre de la Défense au cas où il y aurait plus de discussions sur ce tiers. Très peu de médias anglophones ont rendu compte des commentaires d'Abdul Mahdi. Tom Luengo, un analyste indépendant basé en Floride et éditeur de bulletins The Gold Gods Guns, a déclaré à Mindpress que les raisons probables du silence surprenant des médias sur les affirmations d'Abdul Mahdi étaient les suivantes. Cela n'a jamais vraiment été diffusé sur les canaux officiels, en raison de la coupure du flux vidéo pendant la session parlementaire irakienne et du fait que c'est très gênant et les médias, puisque Trump fait ce qu'il veut où qu'il soit, être belligérant avec l'Iran, à protéger les intérêts d'Israël là-bas. Ils ne vont pas le contredire sur le fait qu'il joue au ballon, a ajouté Luengo, avant de continuer sur le fait que les médias s'y accrocheront pour référence future si cela sort pour de vrai. Ils l'utiliseront contre lui plus tard s'il essaye de quitter l'Irak. Tout à Washington sert de levier, a-t-il ajouté. Compte tenu du manque de couverture médiatique et de la coupure du flux vidéo, des remarques complètes d'Abdul Mahdi, il convient de souligner que le récit qu'il a présenté dans son discours censuré correspond non seulement à la chronologie des événements récents dont il discute, mais aussi aux tactiques connues pour avoir été employées à huis clos par l'administration Trump, en particulier après que Mike Pompeo a quitté la CIA pour devenir secrétaire d'État. Par exemple, la délégation d'Abdul Mahdi en Chine a pris fin le 24 septembre avec des protestations contre le gouvernement que Trump aurait menacé de déclencher au 1er octobre. Les rapports d'un troisième côté tyran sur les manifestants irakiens ont été recueillis par les principaux médias du temps, comme dans ce rapport de la BBC qui a déclaré « Les rapports indiquent que les forces de sécurité ont ouvert le feu, mais un autre compte dit que des hommes armés inconnus étaient responsables. Une source à Karbala a déclaré à la BBC que l'un des morts était un gardien d'un sanctuaire chiite voisin qui passait par là. La source a également déclaré que l'origine des tirs n'était pas connue et qu'elle visait à la fois les manifestants et les forces de sécurité. » Les manifestations soutenues par les États-Unis dans d'autres pays, comme en Ukraine en 2014, ont également vu des preuves d'une troisième partie,
tirant sur les manifestants et les forces de sécurité. Après 6 semaines d'intenses protestations, Abdul Mahdi a remis sa démission le 29 novembre, quelques jours seulement après que le ministère irakien des Affaires étrangères ait salué les nouveaux accords, y compris l'accord pétrole pour la reconstruction qui avait été signé avec la Chine. Abdul Mahdi est depuis resté Premier ministre dans un rôle de gardien jusqu'à ce que le Parlement décide de son remplacement. Les affirmations d'Abdul Mahdi de la pression secrète de l'administration Trump sont étayées par l'utilisation de tactiques similaires contre l'Équateur où, en juillet 2018, une délégation américaine aux Nations Unies a menacé la nation de mesures commerciales punitives et du retrait de l'aide militaire si l'Équateur a avancé avec l'introduction d'une résolution des Nations Unies pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel. Le New York Times a rapporté à l'époque que la délégation américaine cherchait à promouvoir les intérêts des fabricants de préparation pour nourrissons. Si la délégation américaine est prête à exercer une telle pression sur les nations pour promouvoir l'allaitement maternel au lieu des préparations pour nourrissons, il va sans dire qu'une telle pression à huis clos serait beaucoup plus intense si une ressource beaucoup plus lucrative, par exemple le pétrole, était impliquée. En ce qui concerne les affirmations d'Abdul Mahdi, Luongo a déclaré à Mindpress qu'il valait également la peine de considérer que quiconque dans l'administration Trump aurait menacé Abdul Mahdi, pas nécessairement Trump lui-même. Ce que je ne dirais pas directement, c'est ce que je ne sais pas, que c'était Trump à l'autre bout des appels, m'a dit il est politiquement à son meilleur avantage de tout imputer à Trump. Cela aurait pu être Mike Pompeo ou Gina Haspel en train de parler à Abdul Mahdi. Ça aurait pu être n'importe qui. Ce serait probablement quelqu'un avec un déni plausible. Cette affirmation de Mahdi semble crédible. Je crois fermement que Trump est capable de faire ces menaces, mais je ne pense pas que Trump ferait ces menaces directement comme ça. Mais cela serait absolument conforme à la politique américaine. Luongo a également fait valoir que les tensions actuelles entre les États-Unis et les dirigeants irakiens ont précédé de plusieurs semaines l'accord pétrolier entre l'Irak et la Chine. Tout cela commence avec le Premier ministre Mahdi entamant le processus d'ouverture du passage frontalier Irak-Syrie et cela a été annoncé dès août. Ensuite, les attaques aériennes israéliennes ont eu lieu en septembre pour essayer d'empêcher que cela se produise. Les attaques contre les forces de l'UGP au passage de la frontière ainsi que les attaques de décharge de munitions près de Bagdad. Cela a attiré l'ire des Irakiens. Mahdi a ensuite tenté de fermer l'espace aérien de l'Irak. Mais que peut-il vraiment faire respecter? Ceci est une grande question. Quant à savoir pourquoi il serait à l'avantage de Mahdi de blâmer Trump, Luongo a déclaré que Mahdi peut faire des édits toute la journée, mais en réalité, combien peut-il réellement empêcher les États-Unis ou les Israéliens de faire quoi que ce soit? À part la honte diplomatique, pour moi, les affirmations de Mahdi, semblent parfaitement crédibles, parce que pendant tout cela, Trump est probablement, ou quelqu'un d'autre le secoue, pour la reconstruction des champs pétroliers. Trump a déclaré explicitement « Nous volons du pétrole ». Comme Luongo l'a noté, l'intérêt de Trump pour les États-Unis d'obtenir une part importante des revenus pétroliers irakiens n'est pas un secret. En mars dernier, Trump a demandé à Abdul Mahdi « Et le pétrole ?» à la fin d'une réunion à la Maison-Blanche, ce qui a incité Abdul Mahdi à demander « Que voulez-vous dire ?» À quoi Trump a répondu « Eh bien, nous avons fait beaucoup là-bas, nous avons dépensé des milliards de dollars là-bas, et beaucoup de gens ont parlé du pétrole. » Ce qui a été largement interprété comme Trump demandant une partie des revenus pétroliers de l'Irak en échange des coûts élevés des États-Unis, poursuivant sa présence militaire désormais indésirable en Irak. Avec Abdul Mahdi ayant rejeté la proposition de Trump, pétrole pour la reconstruction, en faveur de la Chine, il semble probable que l'administration Trump ferait défaut à la tactique dite de la diplomatie des gangsters, pour faire pression sur le gouvernement irakien afin qu'il accepte l'accord de Trump, en particulier compte tenu du fait que l'accord de la Chine était d'une bien meilleure offre. Alors que Trump exigeait la moitié des revenus pétroliers irakiens en échange de l'achèvement des projets de reconstruction, selon Abdul Mahdi, l'accord qui a été signé entre l'Irak et la Chine prévoit qu'environ 20% des revenus pétroliers irakiens iront à la Chine en échange de la reconstruction. Outre la perte potentielle des revenus pétroliers de l'Irak, il y a de nombreuses raisons pour que l'administration Trump se sente menacée par les récentes transactions de la Chine en Irak.
Lorsque la délégation d'Abdul Mahdi s'est rendue à Pékin en septembre dernier, l'accord pétrole contre reconstruction n'était que l'un des 8 accords conclus. Ces accords couvrent un éventail de domaines, y compris les finances, le commerce, la sécurité, la reconstruction, la communication, la culture, l'éducation et les affaires étrangères en plus du pétrole. Pourtant, l'accord sur le pétrole est de loin le plus important. Selon l'accord, les entreprises chinoises travailleront sur divers projets de reconstruction en échange d'environ 20% des exportations de pétrole irakien, environ 100 000 barils par jour, pendant une période de 20 ans. Selon Al-Monitor, Abdul Mahdi avait à dire à propos de l'accord « Nous avons convenu avec Pékin de créer un fonds d'investissement conjoint que l'argent du pétrole financera », ajoutant que l'accord interdit à la Chine de monopoliser des projets à l'intérieur de l'Irak, forçant Behring à travailler en coopération avec les entreprises internationales. L'accord est similaire à celui négocié entre l'Irak et la Chine, en 2015, lorsque Abdul Mahdi était ministre irakien du pétrole. Cette année-là, l'Irak a rejoint l'initiative chinoise Belt and Road dans le cadre d'un accord qui impliquait également l'échange de pétrole entre des projets d'investissement, de développement et de reconstruction, que la Chine s'est vue attribuer plusieurs projets en conséquence. Dans une similitude notable avec des événements récents, cet accord a été suspendu en raison des tensions politiques et sécuritaires causées par les troubles et la montée en puissance de l'État islamique en Irak, c'est-à-dire jusqu'à ce que Abdul Mahdi ait vu l'Irak rejoindre à nouveau l'initiative à la fin de l'année dernière à travers les accords que son gouvernement a signés avec la Chine en septembre dernier. Notamment après les récentes tensions entre les États-Unis et l'Irak concernant l'assassinat de Soleimani et le refus subséquent des États-Unis de retirer leurs troupes d'Irak malgré les demandes du Parlement. L'Irak a secrètement annoncé qu'il augmenterait considérablement ses exportations de pétrole vers la Chine pour tripler le montant établi en l'accord signé en septembre. Étant donné les récentes affirmations d'Abdul Mahdi sur les vraies forces derrière les récentes manifestations de l'Irak et les menaces de Trump contre lui étant directement liées à ses relations avec la Chine, la décision semble être un signal pas si voilé d'Abdul Mahdi à Washington qu'il prévoit d'approfondir son partenariat entre l'Irak et la Chine au moins aussi longtemps qu'il restera dans son rôle de gardien. La décision de l'Irak d'augmenter considérablement ses exportations de pétrole vers la Chine est venue juste un jour après que le gouvernement américain ait menacé de couper l'accès de l'Irak à son compte en banque centrale, actuellement détenu à la Federal Reserve Bank de New York. Un compte qui détient actuellement 35 milliards de dollars de revenus pétroliers irakiens. Le compte a été créé après l'invasion des États-Unis et a commencé à occuper l'Irak en 2003. Et l'Irak retire actuellement entre 1 et 2 milliards de dollars par mois pour couvrir les dépenses essentielles du gouvernement. La perte de l'accès à ces revenus pétroliers stockés sur ce compte entraînerait l'effondrement du gouvernement irakien, selon des responsables du gouvernement irakien qui ont parlé à l'AFP. Bien que Trump ait promis publiquement de réprimander l'Irak pour l'expulsion des troupes américaines via des sanctions, la menace de couper l'accès de l'Irak à son compte en banque à la Réserve fédérale de New York a été livrée en privé et directement au Premier ministre, ajoutant une crédibilité supplémentaire aux affirmations d'Abdul Mahdi que les tentatives les plus agressives de Trump pour faire pression sur le gouvernement irakien soient faites en privé et dirigées contre le Premier ministre du pays. Bien que la pression de Trump cette fois-ci visait à empêcher l'expulsion des troupes américaines d'Irak, ces raisons de le faire peuvent également être liées aux inquiétudes concernant l'implantation croissante de la Chine dans la région. En effet, alors que Trump a maintenant perdu sa part souhaitée des revenus pétroliers irakiens, 50%, au profit de la contre-offre chinoise de 20%, le retrait des troupes américaines d'Irak pourrait également voir les troupes américaines remplacées par leurs homologues chinois, selon Tom Luengo. Tout cela concerne les États-Unis qui maintiennent la fiction dont ils ont besoin pour rester en Irak. Donc, la Chine emménage là-bas est le moment où ils obtiennent leurs pieds pour la ceinture et la route, a expliqué Luengo. Cela contribue à renforcer les relations économiques entre l'Irak, l'Iran et la Chine et à éviter que les Américains restent sur place. À un moment donné, la Chine disposera d'actifs au motif qu'elle voudra se défendre militairement en cas de crise majeure. Cela nous amène à la prochaine chose que nous savons, que Mahdi et l'ambassadeur chinois ont discuté de cette chose au lendemain du meurtre de Soleimani. En effet, selon les informations, Zhang Yao, l'ambassadeur de Chine en Irak,
a fait savoir que Pékin était prêt à fournir une assistance militaire, si le gouvernement irakien en faisait la demande peu de temps après l'assassinat de Soleimani. Yahoo a fait cette offre un jour après que le Parlement irakien ait voté l'expulsion des troupes américaines du pays. Bien que l'on ne sache pas actuellement comment Abdul Mahdi a répondu à l'offre, le calendrier n'a probablement pas manqué de préoccupations au sein de l'administration Trump quant à son déclin rapide en Irak. Vous pouvez voir ce qui va arriver ici, a déclaré Luongo à Mindpress, à propos de la récente offre chinoise à l'Irak. La Chine, la Russie et l'Iran tentent de séparer l'Irak des États-Unis et les États-Unis se sentent très menacés pour cela. La Russie joue également un rôle dans le scénario actuel, alors que l'Irak a entamé des pourparlers avec Moscou concernant l'achat éventuel de l'un de ses systèmes de défense aérienne en septembre dernier, le même mois où l'Irak a signé 8 accords, dont l'accord pétrolier avec la Chine. Puis, à la suite de la mort de Soleimani, la Russie a de nouveau offert les systèmes de défense aérienne à l'Irak pour lui permettre de mieux défendre son espace aérien. Dans le passé, les États-Unis ont menacé les pays alliés de sanctions et d'autres mesures s'ils achetaient des systèmes de défense aérienne russes par opposition à ceux fabriqués par des sociétés américaines. Les efforts des États-Unis pour limiter l'influence et la présence croissante de la Chine en Irak dans le cadre de ces nouveaux partenariats et accords stratégiques sont cependant limités, car les États-Unis comptent de plus en plus sur la Chine dans le cadre de sa politique iranienne, en particulier dans son objectif de réduire les exportations de pétrole iranien à zéro. La Chine reste le principal importateur iranien de pétrole brut et de condensat, même après avoir considérablement réduit ses importations de pétrole iranien suite aux pressions américaines l'an dernier. Pourtant, les États-Unis tentent maintenant de faire pression sur la Chine pour qu'elle arrête complètement d'acheter le pétrole iranien, ou sinon elle s'exposera à des sanctions tout en tentant de saboter en privé l'accord pétrolier sino-irakien. Il est hautement improbable que la Chine concède aux États-Unis sur ces deux fronts, le cas échéant, ce qui signifie que les États-Unis pourraient être obligés de choisir le front politique, confinement de l'Iran contre les transactions pétrolières de l'Irak avec la Chine, qu'il valorise le plus dans les années à venir, semaines et mois. En outre, la récente signature de l'accord commercial de phase 1 avec la Chine a révélé un autre aspect potentiel de la relation de plus en plus compliquée des États-Unis avec le secteur pétrolier irakien, étant donné que l'accord commercial implique la vente de pétrole et de gaz américains à la Chine à très bas prix, ce qui suggère que l'administration Trump pourrait également voir l'accord sur le pétrole entre l'Irak et la Chine faire de l'Irak un concurrent potentiel des États-Unis pour vendre du pétrole bon marché à la Chine, le premier importateur mondial de pétrole. Le pétrodollar est le fantôme du pétro-yuan. Dans ses déclarations télévisées la semaine dernière à la suite de la réponse militaire de l'Iran à l'assassinat américain du général Soleimani, Trump a insisté sur le fait que la politique américaine au Moyen-Orient n'est plus dirigée par les vastes besoins en pétrole des États-Unis. Il a déclaré spécifiquement que « Au cours des 3 dernières années, sous ma direction, notre économie est plus forte que jamais et l'Amérique a atteint l'indépendance énergétique. Ces réalisations historiques ont changé nos priorités stratégiques. Ce sont des réalisations que personne ne pensait possibles. Et les options au Moyen-Orient sont devenues disponibles. Nous sommes désormais le premier producteur de pétrole et de gaz naturel du monde. Nous sommes indépendants et nous n'avons pas besoin du pétrole du Moyen-Orient. » Pourtant, étant donné le rôle central du récent accord sur le pétrole entre l'Irak et la Chine dans l'orientation de certaines des récentes politiques de l'administration Trump au Moyen-Orient, cela ne semble pas être le cas. La distinction peut résider dans le fait que, bien que les États-Unis soient désormais moins dépendants des importations de pétrole en provenance du Moyen-Orient, ils doivent encore continuer à dominer la façon dont le pétrole est échangé et vendu sur les marchés internationaux afin de maintenir son statut à la fois de superpuissance militaire et financière mondiale. En effet, même si les États-Unis importent moins de pétrole du Moyen-Orient, le système du pétrodollar, forgé pour la première fois dans les années 70, exige que les États-Unis contrôlent suffisamment le commerce mondial du pétrole pour que les plus grands exportateurs de pétrole du monde, l'Irak parmi eux, continuent de vendre leur pétrole en dollars. Si l'Irak vendait du pétrole dans une autre devise ou échangeait du pétrole contre des services, comme il prévoit de le faire avec la Chine par l'accord récemment signé, une partie
importante du pétrole irakien cesserait de générer une demande de dollars, violant ainsi le principe clé du pétrodollar système. Comme Kate Pritzker et Cole Holmes l'ont noté dans un article Mindpress l'année dernière, la leçon à tirer du phénomène des pétrodollars est que tant que les pays auront besoin de pétrole, ils auront besoin du dollar. Tant que les pays demandent des dollars, les États-Unis peuvent continuer à s'endetter massivement pour financer leur réseau de bases militaires mondiales, les renflouements de Wall Street, les missiles nucléaires et les réductions d'impôts pour les riches. Ainsi, l'utilisation du pétrodollar a créé un système pour lequel le contrôle américain des ventes de pétrole de plus grands exportateurs de pétrole est nécessaire, non seulement pour étayer le dollar, mais aussi pour soutenir sa présence militaire mondiale. Par conséquent, il n'est pas surprenant que la question de la présence des troupes américaines en Irak et la question de la pression de l'Irak pour l'indépendance pétrolière contre les souhaits des États-Unis se soient entrelacées. En particulier, l'un des architectes du système des pétrodollars est l'homme qui a tristement décrit les soldats américains comme des animaux stupides et stupides à utiliser, comme des pions dans la politique étrangère, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, qui a conseillé Trump et a informé sa politique chinoise depuis 2016. Cette prise de position a également été exprimée par l'économiste Michael Hudson, qui a récemment noté que l'accès américain au pétrole, la dollarisation de la stratégie militaire américaine sont intimement liés et que la récente politique de Trump en Irak vise à intensifier la présence américaine en Irak pour garder le contrôle des réserves de pétrole de la région. Et comme le dit Hudson, pour soutenir les troupes wahhabites d'Arabie Saoudite, ISIS, Al-Qaïda en Irak, Al-Nusra et autres divisions de ceux qui ont fait la Légion étrangère américaine, pour soutenir le contrôle américain du pétrole du Proche-Orient en tant que contrefort des États-Unis dollars. Hudson affirme en outre que ce sont les efforts de Qassem Soleimani pour promouvoir l'indépendance pétrolière en Irak au détriment des ambitions impériales américaines qui ont servi l'un des principaux motifs de son assassinat. L'Amérique s'est opposée au général Soleimani, surtout parce qu'il se battait contre l'État islamique et d'autres terroristes fournis par les États-Unis dans leur tentative de briser la Syrie et de remplacer le régime d'Assad par un ensemble de dirigeants locaux conformes aux États-Unis, l'ancien stratagème britannique, divisé pour régner. À l'occasion, Soleimani avait opéré avec les troupes américaines dans la lutte contre les groupes de l'État islamique qui étaient hors de portée, ce qui signifie la ligne du parti américain. Mais tout indique qu'il était en Irak pour travailler avec ce gouvernement dans le but de reprendre le contrôle des champs de pétrole que le président Trump s'est vanté si fort de s'emparer. Hudson ajoute que les néoconservateurs américains craignaient le plan de Soleimani pour aider l'Irak à contrôler son pétrole et à résister aux attaques terroristes soutenues par les États-Unis et les Saoudiens contre l'Irak. C'est ce qui a fait de son assassinat un élément immédiat. Alors que d'autres facteurs tels que la pression d'alliés américains tels qu'Israël ont également joué un rôle dans la décision de tuer Soleimani, la décision de l'assassiner sur le sol irakien quelques heures seulement avant qu'il ne se prépare à rencontrer Abdul Mahdi dans un rôle diplomatique suggère que les tensions sous-jacentes causées par la poussée de l'Irak pour l'indépendance pétrolière et son accord pétrolier avec la Chine ont joué un rôle dans le moment de son assassinat. Cela a également contribué à une menace pour Abdul Mahdi, qui a affirmé que les États-Unis avaient menacé de le tuer, lui et son ministre de la Défense, quelques semaines auparavant, à cause de tensions directement liées à la pression pour l'indépendance du secteur pétrolier irakien par rapport aux États-Unis. Il semble que le rôle omniprésent du pétrodollar dans l'orientation de la politique américaine au Moyen-Orient reste inchangé. Le pétrodollar a longtemps été un facteur moteur de la politique américaine envers l'Irak en particulier, car l'un des principaux déclencheurs de l'invasion en Irak en 2003 a été la décision de Saddam Hussein de vendre le pétrole irakien en euros contre des dollars à partir de l'an 2000. Quelques semaines seulement avant le début de l'invasion, Hussein se vantait que le compte irakien des recettes pétrolières en euros gagnait un taux d'intérêt plus élevé qu'il ne l'aurait été s'il avait continué à vendre son pétrole en dollars. Un signal apparent aux autres exportateurs de pétrole que le système du pétrodollar n'était que profitant vraiment aux États-Unis et à leurs propres frais. Au-delà des efforts actuels pour empêcher l'indépendance pétrolière de l'Irak et maintenir son commerce de pétrole aligné avec les États-Unis, le fait que les États-Unis cherchent maintenant à limiter le rôle sans cesse croissant de la Chine dans le secteur pétrolier irakien
est également directement lié aux efforts connus de la Chine pour créer son propre concurrent direct du pétrodollar, le pétro-yuan. Depuis 2017, la Chine n'a pas caché ses plans pour le pétro-yuan, un concurrent direct du pétrodollar, en particulier après que la Chine a éclipsé les États-Unis en tant que premier importateur mondial de pétrole, comme CNBC l'a fait remarquer à l'époque. La nouvelle stratégie consiste à obtenir l'aide des marchés de l'énergie. Pékin pourrait introduire une nouvelle façon de fixer les prix du pétrole dans les prochains mois. Mais contrairement aux contrats basés sur le dollar américain qui domine actuellement les marchés mondiaux, cet indice de référence utiliserait la propre monnaie chinoise. S'il y a une adoption généralisée, comme l'espèrent les Chinois, cela marquera une étape vers la contestation du statut du billet vert en tant que monnaie la plus puissante du monde. Le plan est le prix du pétrole en yuan en utilisant un contrat en termes adossé à l'or de Shanghai. Mais la route sera longue et ardue. Si les États-Unis poursuivent leur route actuelle et poussent l'Irak plus loin dans les bras de la Chine et d'autres États rivaux américains, il va sans dire que l'Irak, qui fait maintenant partie de la ceinture et de la route de la Chine, pourrait bientôt favoriser un système pétro-yuan plutôt qu'un système pétrodollar. D'autant plus que l'administration américaine actuelle menace de tenir en otage le compte de la banque centrale irakienne pour avoir poursuivi des politiques que Washington trouve défavorables. Cela pourrait également expliquer pourquoi le président Trump est si préoccupé par l'implantation croissante de la Chine en Irak, car cela risque de provoquer non seulement la fin de l'hégémonie militaire américaine dans le pays, mais pourrait également entraîner des problèmes majeurs pour le système pétrodollar et les positions des États-Unis en tant que puissance financière mondiale. La politique de Trump visant à arrêter les liens croissants entre la Chine et l'Irak a clairement l'effet contraire, montrant que la diplomatie de gangster de cette administration ne fait que rendre les alternatives proposées par des pays comme la Chine et la Russie encore plus attrayantes. Imagine if I was an American neocon, an American banker, business person, I would be so concerned about this because let us suppose that the Saudis decide to get back together with Iran. And somewhere in the process, they start seeing themselves not as a vassal of the United States, but really part of a bigger world sort of thing. And they say, you know what, we're going to pull out of that petrodollar deal. That lets the genie out of the bottle because suddenly China may have the same idea and say, we don't want to use the dollar either. Russia could step in and say, we don't want to use the dollar either. Certainly Venezuela. Actually, they've already done so. Really? They've already done so. In the past year, China, Russia, as well as India, they have been lowering their U.S. dollar reserve because they no longer want to deal with the U.S. dollar hegemony, their monopoly on trade, essentially, that all trade must be denominated in dollar. So because of that, China and Russia have already started trading commodities and as well as other exports in their own currencies, the ruble and the RMB. And it makes perfect sense for the countries to use their own currencies. So Russia also traded with India, and they successfully completed their trades in 2019. Venezuela and Iran, Venezuela wants to move to their own Petrocoin, which is a blockchain cryptocurrency denominated in oil that they're currently using to get around the US dollar as well. So these individual countries, they all want to use their own currency. They no longer think it's fair or it's needed to use the US dollar. And of course, the Saudis are the Mac Daddies in all of this because they have the biggest oil reserves. Exactly. So Russia, President Putin, he's actually been calling for all the countries to drop the US dollar simply because the US has been accumulating too much power. He's actually been calling for this for over 5 years, but none of the countries really listened to them until in 2019 when the US started to unilaterally issue sanctions that weren't really justified. So now all the countries are starting to pay attention, and because of that, China follows suit, India follows suit, and also Europe. Most of the trading there is all done in euros now instead of the US dollar. That's fascinating. And to think that the United States, it would not be beyond them to then use military force or military might to make sure the status quo remains the status quo. Exactly. Because changing that would be a real big economic hit. It would be a huge economic hit, and Saudi Arabia is basically the linchpin of it all because Saudi Arabia alone, outside of OPEC, controls 1/10 of the entire world's oil supply, which is equivalent to that of Russia and the U.S. Nobody smarter. Christy I, thanks for coming out. Thank Appreciate you. it.
ANTOWK1, CRAM, MIM 114 Patriotes, HMM